Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est parfait. OK. Dans le fond, c'est un résumé des étapes qu'on a utilisées pour modéliser l'avion de cette année. C'est vraiment important pour cette compétition-là, puisque les règles nous poussent à créer des avions qui sont pas vraiment de configuration conventionnelle, comme vous allez le voir. Donc, ce qu'on va couvrir, c'est vraiment les analyses structurelles, donc le stress avec la FEA, et les analyses aérodynamiques qu'on a utilisées pour prévoir la performance au décollage et en vol de l'avion. Donc, pour donner une idée, c'est ça que ça a l'air le prototype de l'avion qu'on fabrique cette année. Vous voyez déjà, le fuselage est vraiment gros, les ailes sont vraiment petites. C'est pas un avion qui est facile à designer, puis c'est pas un avion qui est facile à simuler non plus. Donc, Danick, je vais te laisser avec les analyses structurelles. Oui. Donc, au niveau des analyses structurelles, on va passer relativement rapidement là-dessus. En majeure partie à cause d'un des problèmes que je vais parler. Euh, la majorité des choses qu'on fait sont surtout en aérodynamique au niveau de la simulation. Au niveau des analyses par éléments finis, certaines de nos pièces sont faites par exemple en aluminium, qui sont donc relativement faciles à analyser par éléments finis, mais la majorité de nos pièces sont par exemple du bois, qui sont anisotropes ou orthotropes. Et justement, un de nos problèmes, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à s'ajuster à ces types de matériaux-là. Et ben, ça fait peu de temps qu'on fait des analyses vraiment finies à Avion Cargo. Et donc, on cherche justement des techniques pour s'adapter à ces matériaux-là. Donc, un des premiers problèmes en fait qu'on rencontre, par exemple, on a fait notre main landing gear en aluminium 6061 et on l'a analysé par élément fini étant donné que en tant que tel, par exemple, dans mon cas, je suis un deuxième année, et les seules méthodes d'analyse de stress qu'on a rencontrées, c'est des poutres. Si vous regardez l'image à droite, vous réaliserez que c'est pas exactement une poutre. Euh, donc, j'ai d'abord utilisé ANSYS Mechanical pour faire une analyse de stress, et en changeant tranquillement la taille du modèle, on réalise que les contraintes changent également. En espérant obtenir une sorte de convergence, j'ai switché à MATLAB pour faire des analyses par éléments finis encore une fois avec une toolbox qui existe. Et comme on peut voir le graphique en dessous, on voit que malheureusement, on n'atteint pas une convergence qui est intéressante, étant donné que ça fait juste continuer de monter en spike. Donc ça, c'est un des premiers problèmes qu'on rencontre. Souvent, dans la majorité des analyses que j'ai faites cette année, il y avait beaucoup d'irrégularités des résultats dépendant de la taille de nos éléments. Donc, il y a ce premier problème-là. Euh, Par la suite, si tu veux changer de slide même, comme je l'ai mentionné, la majorité de notre avion, étant donné qu'on doit faire un avion le plus léger possible, ça veut dire qu'on le fait en bois, en balsa, épinette, plywood, des choses comme ça. Et encore une fois, N6 offre de changer les matériaux pour des matériaux orthotropes ou anisotropes, etc. Mais les résultats sont rarement, de ce que j'ai vu à date, sont rarement intéressants, ou du moins ne concordent vraiment pas avec les, euh, les les résultats analytiques. Par exemple, dans le cas de notre longeron, ça c'est vraiment une poutre, donc c'est faisable de l'analyser. Mais les résultats sont 2, 3, voire 10 fois plus forts en éléments finis qu'avec la théorie des poutres. Donc ça, c'est par rapport aux analyses par éléments finis pour les analyses structurelles. Par la suite, il y a les analyses aérodynamiques qu'on fait sur MATLAB. Bon, merci Danick. Donc, Hugo, est-ce que tu aimerais parler de l'analyse de décollage? Ouais, donc dans le fond, après ça, en aérodynamique, il y a un gros point qui est dans le fond une simulation du décollage de l'avion pour analyser toutes nos configurations qu'on va pouvoir créer avec le fuselage et l'aile. Puis dans le fond, on simule en utilisant une méthode de l'heure explicite, donc qui va calculer l'accélération, le drag, le lift à chaque pas de temps. Et, euh, et dans le fond, et la position aussi pour voir on est rendu dans notre décollage. Puis là, ça va nous dire si la configuration est capable de décoller en dedans de 100 pieds ou est-ce qu'il faut annuler cette configuration-là. Puis après ça, on va pouvoir optimiser le calcul du pointage. Donc ça, on va passer à travers tous les paramètres là, dans le fond là, qui rentrent là-dedans. Donc le lift, il est pris du profil 2D analysé dans XFLR5, puis après ça, il est converti en 3D. Donc ça amène un peu un problème, étant donné qu'on n'analyse pas beaucoup l'interférence avec le fuselage. On,
on fait le passage du 2D au 3D, ce qui est moins précis pour des petits aspect ratio, comme on a en ce moment, étant donné qu'on veut minimiser l'envergure pour le pointage. Donc, ça, c'est un peu des choses auxquelles on voudrait amener des solutions. En ce moment, on utilise XFLR5 parce que l'analyse du lift sur un airfoil est assez complexe. Et ça serait complexe de faire un mesh là, pour l'avion au complet. Puis pour aussi plusieurs configurations. Donc, c'est un peu ça notre problème ici. Par la suite, le drag, on prend l'air frontal et l'air de la surface mouillée, dans le fond. Donc, on calcule une traînée de forme avec la surface mouillée. Et ensuite, on regarde aussi la traînée de l'aile en regardant le CD à partir de XFLR5. Là, on a aussi, tu peux revenir, en fait, j'ai pas fini là-dessus, pas de stress. On regarde aussi la traînée induite avec l'aspect ratio et le coefficient d'Oswald. Ça, encore une fois, il y a des petits problèmes étant donné que Oswald est difficile à déterminer et la formule est moins précise pour des low aspect ratio. Donc ça, on aimerait ça venir un peu, probablement faire des simulations un petit peu plus précises sur notre configuration au complet pour ça aussi. Là, on peut aller à la propulsion. Le dernier qui rentre en compte, dans le fond, c'est la propulsion. C'est une poussée dynamique qu'on a en propulsion. On regarde des données qui sont données par APROP, qui sont des simulations faites par APCPROP. Donc, on a comme des données qui rentrent dans une simulation, qui viennent d'une simulation. Donc, c'est un peu une difficulté de ça parce que on n'a pas une vérification, une validation qui est faite sur ces données-là. Puis on a aussi une difficulté à interpréter l'interférence avec le fuselage, entre la propulsion et le fuselage, étant donné qu'on a un très très gros fuselage directement derrière la propulsion. Donc, voilà. OK. De mon côté, là, ça c'était pour la simulation de décollage qui prend l'information justement de XFLR5 ou de certains calculs des manuels réputés comme disons Raymer Aircraft Design. Donc, pour présenter la façon que XFL5 lui calcule le lift, ça va être qu'il résout des équations de Navier-Stokes pour des écoulements soupçonnés, non visqueux, incompressibles. Si on prend d'autres caractères pour ça, techniquement, il peut le calculer, mais surtout quand on va vers du compressible et du bas Reynolds, là, XFL5, c'est des équations, ils convergent pas, puis on peut pas avoir de résultats utiles. Même si tu veux, je peux y aller pour cette partie-là. C'est comme tu veux. Ah, parfait. Ouais, fait que c'est ça, dans le fond, avec XFLR5, c'est justement, comme Ben disait, c'est un solveur pour les équations de Navier-Stokes. Par contre, ça repose sur les hypothèses justement qui sont présentées juste là, qui permettent de résoudre les équations d'une certaine façon. C'est justement les hypothèses qui sont généralement utilisées en aérodynamique pour ce qui est subsonique. Fait que tu peux changer de diapositive. Bon, pour ce qui est de la traînée, c'est la méthode justement des équations de Blasius-Prant qui est utilisée, là, les équations de Reynolds. Donc, il y a un mélange empirique et théorique. C'est une approximation moyenne des couches limites. Puis ensuite, les résultats, c'est des résultats 1D qui sont interpolés ensuite en 2 dimensions puis en 3 dimensions pour XFR5. Si on change de diapositive, là, ça, c'est un petit peu un schéma qui va résumer vraiment le fonctionnement d'XFR5. Donc, à gauche, c'est les hypothèses qui sont prises pour le calcul de la portance. À droite, c'est les hypothèses qui sont prises pour le calcul de la traînée, parce que ça, c'est un petit peu, si vous êtes familier un petit peu avec l'aérodynamique, justement, c'est un peu de là que ça part. Puis, pour ce qui est du calcul de la portance, ça va résulter en une traînée nulle. Fait qu'il faut utiliser une autre méthode pour calculer la traînée. Puis XFR5, justement, va reposer sur le programme qui est quand même assez connu là, pour calculer des caractéristiques 2 dimensions de profil qui est Xform. XFR5 va prendre ça, puis il y a la possibilité justement de faire l'analyse 3 dimensions, faire la projection des résultats 2 dimensions en 3 dimensions. Si on change de diapositive, donc pour ce qui est du 2 dimensions, justement, ça repose sur Xform. Pour ce qui est de 3 dimensions, pour l'analyse de la portance, dans le fond, les méthodes qui sont disponibles, c'est la Lifting Line Theory,
qui repose sur le principe que l'aile est une tige qui est un gros générateur de vortex. Sinon, il y a aussi la méthode VLM, Vortex Lattice Method, que ça va être plusieurs petits générateurs de vortex qui vont former, qui vont faire le lift sur l'aile. Donc ça va permettre d'analyser des ailes qui sont un petit peu plus, des géométries plus complexes un peu, sauf que ça va être plus difficile de valider la fiabilité des résultats. Et finalement, la dernière méthode qui est disponible dans le logiciel, c'est la méthode des panneaux. Ouais. Fait qu'on peut changer de diapositive. Donc, chaque méthode a quand même une limite. L'idéal, c'est d'utiliser, surtout dans le cas, vu qu'on n'a pas les connaissances les plus approfondies en aérodynamique, l'idéal, c'est d'utiliser la méthode LLT parce que c'est souvent la méthode qui va être la plus fiable si elle est bien utilisée. Le seul problème, c'est qu'elle est très limitée parce que ça prend une aile qui ressemble à une tige. Donc, ce serait une aile, en fait, qui a un grand aspect ratio et qui est presque rectangulaire. Donc, c'est pas vraiment le cas de notre situation. Donc, disons, pour notre configuration, justement, comme Ben disait, si on veut être compétitif, il faut qu'on ait un aspect ratio qui est assez bas. On se retrouve justement dans une situation où est-ce qu'on ne peut pas utiliser la méthode LLT. Et même avec les autres méthodes, on se retrouve à avoir de la difficulté à avoir des résultats qui vont converger avec XFLR5. Puis les résultats qui vont converger vont être assez douteux. Puis ensuite, ben, pour ce qui est des configurations biplan et triplan qui sont aussi compétitives selon les règles, encore une fois, c'est un problème parce que XFLR5 ne peut pas traiter l'interaction entre les surfaces. Parce que c'est sûr que analyser les interactions entre les surfaces par des méthodes numériques, c'est assez complexe. Sinon, si on change de diapo. Bon, pour ce qui est de la faible convergence, pour XFR5, ça va ensuite causer un problème si on veut analyser la stabilité de nos avions sur XFR5. Donc, on se retrouve obligé de faire des méthodes analytiques là, pour la stabilité qui sont. Puis, on a de la misère à valider nos résultats, justement. Sinon, dans XFR5, on peut pas calculer l'effet de la traînée du fuselage parce que le logiciel va mal gérer ça. Il est vraiment fait pour faire les calculs pour des ailes. Ça fait aussi en sorte qu'on peut pas, dans tous les cas, là, dans toutes les méthodes qu'on a, on est incapable de calculer la traînée parasite qui va être faite, par exemple, par une intersection entre le fuselage ou les ailes. Puis toutes les interactions entre les surfaces, justement, l'effet du biplan, l'effet aussi des end plates, c'est impossible de calculer ça avec XFR5. Fait qu'on doit trouver des méthodes empiriques, analytiques, pour essayer de trouver des façons de dimensionner nos avions, justement. Si on change de diapo encore. Bon, fait que là, comment nous on fait pour pallier à ces limites-là? Justement, comme Hugo précisait tantôt, nous autres, avec nos ailes de petit aspect ratio, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste exporter les données 2 dimensions de X-Foil pour les profils d'ailes. Puis à partir de formules empiriques, on va projeter ça en 3 dimensions. Donc, ça fait des résultats qui sont un petit peu moins précis que si on peut faire une analyse de 3 dimensions avec XFR5, par exemple, qui repose vraiment sur des principes aérodynamiques. Donc, c'est ça. Pour la formule de Lift 3D, ça dépend principalement de l'aspect ratio de l'aile et du coefficient de swell, qui va être le coefficient de distribution de la portance sur l'aile, qu'on va approximer par une méthode empirique, encore une fois. Sinon, pour la traînée de fuselage, on va utiliser les équations de dynamique des fluides de Blasius-Prant. Pour l'effet du biplan, on utilise des équations empiriques de Deal. Finalement, pour le dimensionnement des endplates, là, ça va être aussi des formules empiriques. Donc, c'est des formules qui existent, mais qui ne sont pas nécessairement. C'est difficile pour nous de valider si ces formules-là vont être valides dans la plage d'utilisation qu'on en fait. Si on change de page, bon. Donc, qu'est-ce qui serait possible pour nous d'améliorer si on peut trouver des nouveaux outils là, pour backer nos résultats un petit peu puis améliorer la fiabilité de ce qu'on obtient? Tout ce qui est calculé des coefficients en 3 dimensions pour un petit aspect ratio, ça aiderait énormément. Trouver une autre méthode qui nous permettrait de calculer de nouveaux résultats, valider ce qu'on a déjà. Sinon, calculer les effets des petits dispositifs comme par exemple des end plates sur le bout des ailes ou des petites ailettes. Des dispositifs qui s'ajoutent, disons, à une aile régulière, ou encore les interactions entre les surfaces, comme une interaction entre une aile et un fuselage. Puis finalement aussi, ce qui serait intéressant pour nous, c'est côté stabilité. Des fois, il y a des coefficients qu'on a de la misère à obtenir, c'est les coefficients dynamiques qu'on appelle. Donc, dans le fond, c'est, par exemple, l'effet de la rotation de l'aile, le mouvement dynamique de l'aile sur la portance. Donc, c'est non seulement le changement d'angle d'attaque de l'aile, mais c'est lorsque l'aile lorsque l'angle d'attaque de l'aile change à une certaine vitesse, c'est quoi l'effet que ça a sur la portance, dans le fond. Puis ça, c'est nécessaire justement pour calculer les effets en stabilité, parce que c'est un petit peu comme l'amortissement pour nos avions. Donc, si on n'a pas ça, c'est vraiment difficile de faire des bonnes analyses de stabilité. On peut changer de diapo, je pense.
Ouais, c'est ça. Puis côté stabilité, en fait, là, rapidement, on utilise pour pallier aux analyses qui ne convergent pas dans XFLR5, on utilise des formules qui sont très simplifiées, puis qui prennent des hypothèses assez considérables, si on veut. Fait qu'à la fin, ça fait en sorte que la formule qu'on garde, c'est pas vraiment une formule qui est caractéristique à notre avion, mais c'est une formule qui est assez générale, puis qu'on ne peut pas nécessairement savoir à quel point ça s'applique à notre avion. Donc, ça, moi, je le diapo. Ouais. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Dans le fond, on a eu récemment une commandite de Maya HTT, là, puis c'est encore à venir, mais on va avoir des licences pour avoir accès à SimCenter 3D. On n'est pas nécessairement familier avec le logiciel, mais c'est juste, dans le fond, l'an prochain, on aimerait ça implémenter dans nos outils. Fait que si jamais vous êtes familier avec la plateforme, que vous auriez des conseils à nous donner, c'est sûr que ça serait, si vous voyez une piste de solution possible à nos problèmes, ça serait vraiment très intéressant de savoir. Je pense que ça fait le tour pas mal. Ouais, c'est ça. Des recommandations pour. Sinon, je pense que ça fait le tour de la présentation pour notre équipe. Ben, merci beaucoup. Donc, est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Laurent, je ne suis pas très familier avec les écoulements subsoniques et en particulier le logiciel que tu utilises, XFLR5. C'est quoi ce logiciel? Sur quoi ça repose? C'est quelle méthode? Donc, dans le fond, c'est un logiciel qui permet d'avoir des. C'est vraiment un logiciel qui va faire une simplification des équations de Navier-Stokes en prenant des hypothèses. Bon, dans le fond, c'est un logiciel qui va prendre vraiment les équations d'aérodynamique simplifiées et qui va en faire une résolution assez simple. Donc, c'est pas. Ça permet pas nécessairement de caractériser n'importe quelle sorte de géométrie. C'est pas aussi flexible, par exemple, que des éléments finis en général ou d'autres méthodes de CFD. C'est vraiment, ça permet vraiment d'analyser certaines ailes. Donc, c'est limité à une certaine application. En particulier, là, c'est vraiment un logiciel qui fonctionne bien pour les planeurs. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne bien pour analyser seulement, par exemple, une aile qui a un très grand allongement. Sauf que c'est justement, c'est assez limité comme logiciel, c'est ça le problème, parce que ça utilise certaines méthodes qui prennent des hypothèses qui permettent de limiter l'utilisation à certaines géométries, certains types d'ailes. Donc, c'est vraiment pas aussi flexible là, que d'autres méthodes d'analyse numérique, par exemple. C'est vraiment un logiciel de simplification pour les équations aérodynamiques. Ok, merci. En fait, je peux peut-être faire un commentaire. Vas-y, Dominique. Bonjour. Dominique Pelletier, je suis récemment retraité du département. X-Foil, si vous voulez savoir, c'est il y a 30 ans, Marc Drella a obtenu son doctorat en faisant X-Foil, qui était une méthode d'écoulement potentiel. Ça résout l'équation de maîtresse pour un écoulement non visqueux incompressible. Et puis, ça utilise toute l'artillerie des théories de similitude, les corrections les corrections de couches limites, les corrections pour le fait que l'écoulement est à faible nombre de Mach, etc. Donc, c'est remarquable ce que ça peut faire pour la simplicité que ça a. Mais c'est très limité. Ça utilise des méthodes de panneaux, des méthodes la théorie de la ligne portante de Branson, etc. Ce sont des grands classiques de l'aérodynamique qui étaient incontournables jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, c'est vers les années 40 que ça a changé. Donc, ça, c'est beaucoup de l'histoire, mais c'est très difficile. J'ai fait un peu de design optimal avec des équations de Navier-Stokes en régime incompressible avec des méthodes d'éléments finis. Et faire du design, c'est très difficile. C'est pas évident du tout. Alors, le fait que vous rencontriez des difficultés comme ça ne m'étonne pas trop. Ça relève un peu ce qu'on appelle pas de la magie grise. C'est quelqu'un qui a un outil, qui connaît bien l'outil et qui est capable de compenser pour les faiblesses de l'outil. Mais ça s'apprend pas en classe. Hein.
Mais on touche un tout petit peu en aérodynamique, là, on touche un tout petit peu au principe derrière ça, mais encore là, c'est souvent des sujets qui sont traités plus à la maîtrise, je pense, ou dans les cycles plus avancés. Et encore une fois, vous n'avez pas encore suivi de cours de modélisation numérique, hein, de simulation numérique. Vous êtes formé un peu par vous-même, c'est ça? Exactement. La plupart de l'équipe n'a pas nécessairement de cours de modélisation numérique. Certains membres ont certaines bases. Ceux qui sont en troisième année, là, par exemple, moi je suis en troisième année justement, puis j'ai eu un cours d'introduction à la modélisation numérique, si on veut, puis je suis en train de faire un cours d'éléments finis, là, vraiment de base pour la mécanique du solide. Mais la plupart de l'équipe n'a pas vraiment de base, fait que c'est beaucoup d'apprentissage autodidacte, justement. On n'a pas beaucoup de membres qui sont en quatrième année ou à la maîtrise. OK, intéressant. Puis, si the sky was the limit, okay, c'est le cas de le dire, ça serait quoi la simulation parfaite pour vous? Parce que finalement, votre avion, il faut qu'il décolle à l'intérieur de 100 pieds, c'est ça ce que vous avez expliqué? Ouais, exactement. Et éventuellement, s'il n'y avait pas de limite informatique, vous aimeriez éventuellement simuler l'avion en 3D et le voir décoller du sol. Hein? Ce serait ça un petit peu le Saint Graal, non? Ben, c'est sûr que ça serait parfait. Mais en même temps, déjà, si on pouvait avoir des méthodes qu'on pourrait avoir la certitude qui s'appliquent à nos situations, là, juste vraiment d'analyser les performances, là, disons, pour ce qui est de la pression et des forces qui est exercées sur l'aile de notre avion. On pourrait quand même isoler certaines parties, mais juste pouvoir valider en double nos résultats. Ça serait assez bien parce que le problème en ce moment, c'est que on est capable d'obtenir des résultats pour différentes parties, puis après faire des analyses à partir de ça avec des programmes qu'on fait. Mais c'est qu'on on n'est jamais certain de nos résultats en ce moment parce qu'on est comme à la limite de plusieurs modèles. On exploite un peu les limites des modèles qu'on utilise. C'est difficile de valider pour l'instant autrement qu'en faisant des tests. L'avion virtuel, c'est pas pour demain. Ouais. Virtuel, c'est avec tout. En ce moment, faire un fuselage, j'allais dire chez Boeing, on ne sait pas s'ils vont survivre. Mais dans l'aérodynamique, le décollage, c'est probablement une des choses les plus difficiles à faire. Mhm. Et puis, un bon calcul d'une aile 3D, c'est 30 millions de points. Donc, je ne fais pas ça avec les PC du voisinage. Hein. Tout à fait. Ouais. Puis c'est quoi la vitesse de décollage, puis le poids de votre maquette finalement? Parce que ma question, c'est vos conditions de décollage, elles vont être vraiment en extérieur. Hein? Donc, vous allez éventuellement avoir le vent et ce genre de choses-là. Donc, est-ce que ça, c'est des facteurs qu'il faut considérer dans votre design? C'est sûr qu'on décolle à l'extérieur, effectivement. Fait qu'il va y avoir du vent sur notre avion. Généralement, la vitesse de décollage, là, c'est environ 10 à 12 mètres par seconde. Le régime d'écoulement, c'est environ 300 000 de Reynolds. Puis la maquette, l'avion en tant que tel, il fait environ 25 à 30 livres selon les années. Pour ce qui est du vent, là, comment on le considère, nous autres, dans le fond, c'est qu'on la plupart du temps, l'avion va décoller presque face au vent à cause de la dimension de la piste. Puis souvent, on va tourner dans la compétition, ils vont s'arranger pour mettre la distance de direction de décollage autant face au vent que possible. Donc, le modèle par rapport au vent qu'on utilise, c'est un modèle statistique là, avec un intervalle de confiance qui nous permet de dire qu'on va avoir une certaine vitesse de vent à tous les vols minimales qui va nous aider à décoller, justement. Donc, dans le fond, c'est juste une vitesse qu'on soustrait à notre vitesse de départ initiale. Mais sinon, ouais, c'est pas mal ça les conditions de décollage. Ok, super, ça précise, merci. Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont des commentaires, des suggestions, même des professeurs? C'est effectivement un problème assez
assez ardu auquel vous vous attaquez. Et je vous tire mon chapeau parce que faire ça de façon quasiment autodidacte, c'est courageux, pour le moins. Merci. Je sais pas si Jérôme? vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. C'est Lucas. Vas-y, Lucas. Oui. Donc, j'avais juste une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous pensez à un moment donné faire un modèle statique, là, pas nécessairement un avion qui décolle, là, comme David a proposé, mais peut-être juste un modèle statique en 3D, à avoir comparé, mettons, dont les coefficients de portance et les coefficients de traînée dans vos modèles XLR5, puis mettons n'importe quoi mettons Star CCM ou ANSYS, quelque chose comme ça. Est-ce que vous aviez ça en tête? Ou... Mais c'est sûr qu'on chercherait possiblement, là, ce serait peut-être ce qu'on aimerait ajouter à nos modèles pour essayer de développer nos résultats. On ne l'a pas encore fait, justement. Peut-être qu'avec la nouvelle commandite de SimCenter, on pourrait trouver une façon de faire ça, mais c'est sûr que juste un modèle statique pour comparer nos coefficients, ce serait déjà un bon ajout. Là, du moment qu'on peut ajouter la validation à nos résultats, ça serait vraiment pas de trop pour nous autres. Là, parce que sinon, ça irait à la supplerie, mais ça, c'est extrêmement compliqué, puis c'est pas super accessible pour nous. Puis les tests en vol, c'est très difficile à organiser, puis ça demande beaucoup de temps et d'argent pour faire les prototypes. Autre petite question, est-ce que vous avez été capable de, mettons, sur des modèles des années précédentes, là, parce que vous avez sûrement encore, j'imagine, des modèles des années précédentes, est-ce que vous avez été capable de, mettons, faire des mesures expérimentales du coefficient de traînée, de drag? C'est relativement pas si dur que ça, habituellement, pour un avion à déterminer, là. Je pourrais aller en parler de ça. Oui, mais tu peux y aller. Ouais. Y avait-tu quelque chose d'autre? En fait, non, mais c'est ça. Est-ce que vous avez pensé à utiliser vos anciens modèles et comparer, mettons, les résultats de vos anciens modèles expérimentaux par rapport à vos modèles de XLR5 et toutes les combinaisons que vous avez faites, là? Justement, on a fait ça pour l'avion de la compétition de l'an dernier qui suivait les mêmes règles, donc qui était un peu la même philosophie de design. Une petite aile, puis un fuselage quand même gros, pas aussi gros que celui-là, bien sûr. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on avait pris des vidéos, des photos pendant à peu près chacun des tests en vol à la compétition. Et après, on est passé à travers ça pour prendre la position de l'avion par rapport à quelques repères. C'est quand même une méthode qui est un peu crude, pardon pour l'anglais, parce que là, t'as comme une grosse erreur entre les distances qu'on peut avoir, et avec ça, tu peux avoir l'accélération, le déplacement, mais pas nécessairement les forces qui agissent dessus. Donc, tu dois un peu comme assumer les forces. C'est quoi la force de accélération qui le pousse vers l'avant? Puis après, d'après les simulations, voilà la force du moteur, alors la traînée, c'est ça. Par contre, en ce moment, justement, avec des commandites de la FAE pour encourager des initiatives étudiantes, on est en train de travailler à des méthodes plus précises pour mesurer ça. Donc, c'est un bench test de moteur qu'on peut accrocher un moteur dessus, puis on peut avoir des données expérimentales sur sa poussée. Puis deuxième, justement, celui sur lequel je travaille, c'est un projet télémétrique qui permettrait de mesurer des informations essentielles de l'avion, donc disons son angle d'attaque, la pression dynamique et son accélération dans certains axes. La télémétrie est très importante, je pense. Je pensais que vous aviez déjà ça, en fait. Ça, mais... On y travaille, mais un des limitations de la télémétrie que Laurent m'a parlé aussi, c'est que surtout le nombre de Reynolds, c'est un peu plus difficile à simuler. Comme si on venait essayer de faire voler sur un avion plus petit, ben, le nombre de Reynolds, il va être différent même à la même vitesse. Et si on veut le faire voler sur un avion full size comme celui-là, ben, ça prend des semaines, sinon des mois à fabriquer. Alors c'est quand même une affaire comme je sais que c'est pas tellement simulation que pratique, mais est-ce que vous connaissez des méthodes comme pour pallier à ça, pour pallier à la différence de Reynolds, surtout sur un avion qui est de plus petite taille? Personnellement, non, mais pas rapidement de même. Mais c'est ça. Ma suggestion, c'était vraiment juste d'essayer d'utiliser les données, mettons, comme de vitesse que vous aviez, accélération. Vous connaissez le poids de l'avion, fait que vous êtes facilement capable de retrouver les coefficients de portance. Puis évidemment, les données de poussée de vos palmes. C'est des choses que vous pouvez avoir, là, j'imagine. Donc, mais
c'est en cours, donc bonne chance parce que c'est beaucoup de travail. Merci beaucoup. Jérôme, tu avais une question? Ouais, je suis vraiment encore impressionné par le nombre de techniques que vous avez explorées. C'est couche limite, Blasius prend, donc laminaire turbulent, méthode des panneaux, ligne portante et tout ça. Mais effectivement, c'est des méthodes qui fonctionnent bien sur les aspects aspect ratio. En français, on dit quoi? Rapport de force. Les lancements, la finesse ou les lancements. Ouais. Parce qu'une aile de planeur, bah, elle est fine, elle est très longue. Et vous, avec vos rapports d'aspect, les effets 3D sont vraiment importants et vous avez découplé une méthode sur le fuselage, vous avez découplé de ce qui se passe sur l'aile, alors que tout interagit entre eux. Donc encore une fois, ce que vous illustrez, en fait, c'est les limites des théories, en fait. Vous êtes en dehors des hypothèses, je pense, pour lesquelles toutes ces théories s'appliquent, qui sont bien élaborées pour faire des calculs simples, mais qui restent trop simples dans votre temps. Et je pense que pour avoir un beau modèle en tout, moi, je dirais vraiment vers une simulation numérique de la moitié de l'avion, en fait. Ça peut se tenter ici. Parce que vous cumulez plein d'incertitudes sur des méthodes vous sortez en dehors des hypothèses dans lesquelles ces méthodes fonctionnent. Donc tout ça cumulé bout à bout fait que vous aurez des prévisions très contestables à mon avis, là. Mais je salue beaucoup le nombre de méthodes que vous avez étudiées, c'est chapeau. Voilà. C'est impressionnant, oui. Exact. Mais j'aurais tendance à être d'avis avec Jérôme aussi. Moi, je suis peut-être naïf, là, mais j'aurais tenté de simuler la moitié de l'avion, ne serait-ce que pour peut-être pas étudier le décollage, on s'entend là, mais au moins en vol, la portance et ce genre de choses-là. J'aurais tenté ça. C'est sûr que ça demande de la puissance de calcul, là, c'est certain. Moi, j'embaucherai Alexis, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Bon, si plus personne n'a de questions.